C'est avec le plus grand plaisir que je vais présenter le cours du paléo-environnement, un cours qui s'inscrit dans le module G233 pour les étudiants du BCG, 3e semestre. Ce cours qui s'intéresse tout d'abord de la paléontologie au sens strict et des études paléontologiques dans le but de reconstituer les paléo-environnements anciens. Aussi bien, dans ce cours, on va essayer de s'intéresser à la paléontologie évolutive, ou bien ce qui est connu par l'évolution des espèces animales et végétales au cours des temps géologiques. On va essayer de voir un certain nombre de notions générales à la paléogéographie, c'est-à-dire on va essayer de comment on reconstitue les environnements anciens et les géographies anciens, pour en terminer à la fin dans ce qu'on appelle le Big Five, ou bien les différentes extinctions, ou bien les 5 grandes extinctions en masse des espèces vivantes. Bien sûr, lorsqu'on parle de paléontologie, la première idée qui nous arrive, c'est de penser à des êtres vivants gigantesques qui ont peuplé notre planète Terre il y a des millions d'années. La reconstitution de leur mode de vie reste énigmatique. Bien sûr, les environnements, il y a des environnements aériens, il y a des environnements terrestres, il y a des environnements aquatiques, de la mer, des rivières, etc., etc., c'est-à-dire l'exemple. La reconstitution et l'étude des écosystèmes actuels est très facile dans le but de voir un peu les modalités de vie des êtres vivants. Mais la reconstitution des terrains ou bien des êtres anciens, de leur mode de vie, de leur écosystème ancien, etc., etc., reste très difficile parce qu'on travaille dans un matériel qui a été bousillé avec le temps. Alors, le premier chapitre, on commence par une introduction à la paléontologie, puis on va s'intéresser aux notions d'espèces et de spéciation. La paléontologie, en général, est une science qui s'intéresse et qui étudie les êtres vivants ayant vécu autrefois, il y a longtemps, et dont les traces fossiles sont conservées dans le sédiment, c'est-à-dire le principe de conservation. Les fossiles sont des restes, donc, soit entiers, c'est-à-dire qu'ils ont été fossilisés de façon entière, soit des fragments qui correspondent aux parties dures des organismes. C'est bien sûr les parties molles, ils ne seront pas fossilisés ou bien difficilement fossilisés. Ces parties dures, ce qu'on appelle des squelettes, c'est l'exemple des reptiles, on peut parler de squelettes, c'est les humains, etc. Ou bien des coquilles, si on parle des lamellibranches et des bivalves, des tests chez les échinodermes, c'est-à-dire les échinodermes, vous allez voir ça dans les TP, c'est la famille des oursins, etc., etc. Et puis des carapaces comme les trilobites et autres. Donc quelques exemples d'étendues fossilifères. On parle d'étendues fossilifères lorsqu'on trouve beaucoup de fossiles dans des gisements, etc. Par exemple, la Fondediacara en Australie, qui a été découverte il y a longtemps et qui a été datée à 650 millions d'années. Puis la Fondeburgess au Canada, 550 millions d'années. Puis le gisement, selon Hoffen, à plume d'Archaeopteryx, environ 100 millions d'années. Alors cet Archaeopteryx, on va en parler longtemps dans la partie paléontologie évolutive parce qu'il résout un certain nombre de problèmes correspondant au passage entre les reptiles et les oiseaux. Alors, pour avoir une bonne fossilisation, il faut que le sédiment soit fin
et en particulier surtout pour les parties molles des organismes. Alors un sédiment, plus le sédiment est fin, plus la conservation est plus bonne. Il existe plusieurs moyens de conservation des parties molles des organismes parce qu'ils ne se sont pas facilement conservés. La momification, c'est comme les Égyptiens, il y a longtemps, les plumes, la peau, la chair, voilà, on peut même faire le formol par les perdrix, les chasseurs de perdrix, etc. La congélation, c'est un système qui est très facile. La congélation, les phénomènes d'inclusion, c'est la résine, un peu une sorte de colle, et puis la carbonisation et la conservation dans les gisements de sel. Les gisements de sel sont de bons conservateurs. Ah, d'ailleurs, il y a des gens qui conservent les Phéniciens anciens, etc. Même au Maroc, près de l'Arrache, etc., il y a des monuments historiques très anciens. Il y avait des très grands bassins. Et alors les Phéniciens anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient beaucoup de sel de la région de l'Arrache, etc. Il y a un gisement salifère, un peu le Melhalhiya et autres. Et les sardines, ils sont conservés parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. On peut conserver par le sel. Il existe également des empreintes et des moulages, comme le moulage interne d'un coquillage, par pénétration de sédiments encore gorgés d'eau. On a une moule, ce qu'on appelle une moule, c'est comme pour ceux qui fabriquent le gypse, etc., les toits en gypse, etc. Une moule, et puis la moule, elle est remplie par un matériel dans sa partie interne. Et ce matériel, il va bien sûr s'évaporer, encore gorgé d'eau, va s'évaporer, et puis par la suite, il va durcir. La matière, ou bien la partie externe, va se dégrader, et le moulage reste, c'est l'empreinte des fossiles. Mais il n'y a pas seulement les fossiles, mais il y a le terme d'ichnofossile qui désigne un certain nombre d'activités. Alors, les ichnofossiles, ils peuvent parvenir soit de l'alimentation, c'est-à-dire les déjections, ce qu'on appelle les coprolites, c'est-à-dire les déchets des animaux, des gastrolites, pelotes, réjection des rapaces par exemple. Puis, il y a les traces de locomotion, c'est-à-dire les pistes, les packages, traces de verre que l'on appelle traces de bioturbation. Puis il y a les traces de reproduction, c'est l'exemple le plus simple, c'est les œufs de dinosaures, les spores, pollen, qui rentrent dans la science qu'on appelle la palynologie. Le logement, les traces de logement, c'est-à-dire l'habitat de l'animal, là où il habitait, c'est des terriers, c'est pour les petits vers de terre, etc. Les galeries, les traces de repos, les étoiles de mer, par exemple, les étoiles de mer, lorsqu'ils se déposent, ils meurent, voilà, ils se déposent un peu sur le substrat et ils laissent leurs traces sous forme d'étoiles et qui sont considérées des traces, elles aussi, de bioturbation. Alors, pour étudier, il faut une méthodologie, et cette méthodologie, tout d'abord, on commence par le terrain. Le géologue, c'est le terrain. Il faut faire des échantillonnages, il faut trouver les fossiles tout d'abord. Sur le terrain, il faut faire des échantillonnages. Les échantillonnages, ils sont différents. La manière dont on procède, elle est différente. Soit qu'on parle d'un macro-fossile, des fossiles qui sont grands, assez grands, et des micro-fossiles, et il y a même des nanofossiles, c'est-à-dire la façon de procéder pour les macrofossiles, il faut ramasser le maximum de échantillons. Mais la plus importante des choses, c'est qu'il faut orienter l'échantillon lorsqu'on prélève de la zone d'échantillonnage. Puis, les microfossiles, il y a des faciès qui correspondent davantage. Il faut donc prétendre à un volume de la roche. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des microfossiles, généralement les microfossiles, on le trouve dans les sédiments un peu plus fins, les marnes, etc., les argiles, etc. Par exemple, les conodontes, on procède à 2 kg par échantillon. Les radiolaires, c'est vers les environs des 100 grammes. Les ostracodes, foraminifères et autres. Chaque fossile, chaque microfossile
fossile, il a certaines normes à récupérer. Puis il y a le repérage, c'est-à-dire il faut trouver des repères. Il y a des repérages géographiques et stratigraphiques. Géographique, c'est la localité. On peut utiliser tout simplement le GPS, les coordonnées Lambert, etc., des points qui sont cibles. Stratigraphique, les couches, je suis dans la base. Par exemple, une série stratigraphique, des couches qui sont superposées. Je suis dans la barre, je suis dans les interliges, je suis dans les bancs, les interbancs, etc. C'est-à-dire, si l'être a été fossilisé, voir si l'être a été fossilisé en position de vie ou il a été transporté avant de mourir. Bien sûr, l'être, une fois il est fossilisé en mode de vie, soit en mode de repos, comme on a vu pour les étoiles de mer, ou bien il a été transporté, et généralement ceux qui ont été transportés sont facilement fragmentés, cassés, on ne le trouve jamais, presque jamais entier. Il y faut aussi une procédure qui consiste à la protection du fossile. La protection de celui-ci, ou bien de ceci, doit tenir compte de chaque cas à part. Chaque fossile est particulier. Par exemple, les fossiles en périte, ils se désagrègent à l'air libre. Alors, un peu de la rouille, un peu, c'est comme le fer. Le fer, voilà, il est un peu de la rouille avec l'humidité, avec l'air, avec le climat, avec les précipitations, avec la pluie. On doit donc les protéger par du vernis en bombe. Les fossiles ornementés doivent être emballés dans du journal. On peut utiliser un journal pour éviter de casser les nodosités. Pourquoi les nodosités? Vous allez voir là aussi dans les TP, il y a des ammonites par exemple qui sont très particulières par leur nodosité. Il faut préparer les fossiles, c'est-à-dire les extraire délicatement, il faut les casser avec le marteau, mais doucement. Il ne faut pas casser tout le hadar, parce qu'un fossile, il peut nous décrire son histoire, son mode de naissance, vie et mort. C'est ça le plus intéressant. Et puis, on peut utiliser certains produits chimiques comme l'acide acétique, l'acide chlorhydrique, etc., etc. Pour les conodontes en apatite, surtout, on l'utilise pour les sédiments qui sont phosphatés. Puis, il y a l'imprégnation par la résine pour le consolider avant les extraire. Le moulage en latex, là, c'est pour les vertébrés et autres. Il faudra par la suite les dessiner, ou tu peux les dessiner directement sur l'affleurement avant de casser le fossile, mais une fois au laboratoire, tu peux prendre le temps et s'amuser un petit peu à le dessiner, à faire. Et puis, il faut essayer de le photographier, c'est-à-dire de le reconstituer dans son espace. La photographie, elle se fait tout d'abord sur le terrain pour voir le lieu, et surtout pour voir quelques points repères, et puis il faut essayer de les déterminer. Là, on se base sur la bibliographie, et la bibliographie est très riche en noms d'espèces. Une fois déterminé, c'est la détermination de l'espèce, du genre, etc., des familles, on verra ça, il faut faire une attribution d'un nom de genre et d'espèce. On peut également faire des études statistiques, puisqu'il n'y a pas sélection sur le terrain. Pourquoi des études statistiques? Parce que dans la reconstitution, on va reconstituer un environnement ancien. C'est comme dans la forêt actuellement. Il y a des forêts où on peut trouver des singes, des macaques, etc. D'autres, on peut trouver des sangliers. D'autres, on ne peut rien trouver. C'est-à-dire, ce sont des écosystèmes. Les habitants de ce système vont éventuellement mourir dans ce système et être fossilisés par la suite dans cet écosystème. C'est-à-dire, pourquoi les études statistiques? Parce que, par exemple, là, si on est dans une zone désertique, il n'y a pas beaucoup de peuplement. Si on est dans une région qui est humide, il y a la forêt, il y a surtout la nourriture, parce que la majorité des espèces, voilà, c'est l'appropriation des ressources rares. Et parmi les ressources rares, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est autre. Et puis, on passe à la systématique et la taxinomie, c'est-à-dire
dans le domaine des sciences naturelles, chaque objet, par exemple, un fossile, se doit d'être désigné par un nom, c'est-à-dire un taxon. C'est-à-dire tout simplement, on va faire la carte d'identité nationale. Comme nous, on a une carte d'identité. Je suis né dans une ville à une date quelconque, dans un endroit quelconque. Voilà, combien tu es long de tel, tu es large de tel, etc. pour l'espèce, etc. Se doit d'être désigné par un nom afin de faciliter les communications. Des conventions internationales doivent être adoptées, et elles sont déjà adoptées. C'est ce qu'on appelle la nomenclature, qui est définie comme référence. C'est une nomenclature qui est internationale. Généralement, les noms des taxons ils sont en termes latins. Les relations entre les taxons et leurs groupements, selon un ordre hiérarchique, c'est-à-dire de la plus grande famille jusqu'à la plus petite, en paléontologie, on suit généralement les règles édictées dans le Code international de nomenclature zoologique. Quelques conventions de la nomenclature en paléontologie sont énumérées comme suit. L'utilisation de la nomenclature binominale, celle de Linné, qui est très connue chez les géologues, les biologistes et autres, en 1957, soit la désignation des fossiles par leur nom de genre et d'espèce. Le genre Homo sapiens, généralement, il est écrit en italique. Les genres et les espèces portent des noms latins. Les systèmes de classification en vigueur font référence au niveau hiérarchique, en commençant par le règne, c'est le tronc, la couronne, etc. C'est le règne qui regroupe le règne animal, le règne végétal, par exemple, deux grands règnes. Puis, qui sont très importants, il y en a d'autres. Puis, il y a les embranchements, les classes, ordres, familles, genres, jusqu'à espèces. Or, il y a des niveaux hiérarchiques qui sont intermédiaires. Il y a le sous-règne, la superclasse, puis il y a la sous-espèce, etc. Il y a la forme, la morphotype sont parfois utilisés, la sous-espèce. Et puis, on va maintenant passer obligatoirement à définir certains termes qui sont essentiels, qui sont la notion d'espèce ou bien la spéciation. La spéciation, c'est la création d'une nouvelle espèce. Et c'est ça la problématique de l'évolution. La notion d'espèce est à la base de la classification de tous les êtres vivants, que ce soit animaux, végétaux, les champignons, autres. Or, la détermination de l'espèce reste pour tout biologiste ou paléontologue un sujet indispensable. Elle a fait l'objet d'un grand nombre d'interprétations et de débats. Et il y a des controverses, beaucoup de controverses. Or, la définition de l'espèce diffère de ce que l'on veut désigner. Il n'y a pas une seule définition de l'espèce. C'est-à-dire, si je m'entends dire du point de vue biologique, une espèce sera définie tout simplement comme une communauté d'êtres vivants, interféconds, c'est-à-dire il y a la fécondité entre eux et peuvent changer du matériel génétique. C'est l'échange génétique. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'ils produisent des descendants, eux aussi, qui sont féconds et interféconds. C'est-à-dire il ne faut pas que les descendants soient stériles. Alors maintenant, si on essaie de désigner du point de vue évolutif, une espèce évolutive concerne l'ensemble des populations qui partagent le même destin évolutif. La même évolution, ils vont arriver à un même point, constituant une unité évolutive dans le temps. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer, mais doucement, ou bien rapidement, lentement, mais dans le temps. Mais lorsqu'on essaie de définir l'espèce du point de vue taxonomique, les espèces sont nommées, identifiées, l'identification, comme on a vu tout à l'heure, selon les critères anatomiques et physiologiques. C'est-à-dire, on vise à établir une nomenclature qui est spécifique. On peut parler des singes.
Mais il y en a beaucoup de types de singes. Ils se ressemblent tous dans les parades, jambazes, etc. Ils grimpent dans les arbres, etc., etc. Mais un ouistiti n'est pas un macaque. Et de point de vue écologique, c'est-à-dire les espèces sont adaptées à une niche écologique qui est particulière. Là, on évoque déjà la notion de actuelle qu'on appelle l'écosystème. Mais cette fois-ci, l'espèce paléontologique diffère de tout le reste des espèces actuelles par divers aspects. Pourquoi? Parce que tout simplement, le paléontologiste, il travaille sur un matériel qui est incomplet. Il est cassé. Je peux trouver, parce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont les parties dures qui se conservent. Les parties molles, on ne les trouve pas. C'est-à-dire le matériel, on ne trouve jamais un matériel complet. Et où les expérimentations sont impossibles. Il existe donc deux conceptions de base de l'espèce. Il y a la conception typologique, c'est une conception qui se base sur ce qu'on appelle le type. C'est la plus ancienne, où l'espèce et l'individu est désigné à partir des caractères qui se ressemblent dans un type. Un petit exemple déposé dans une collection. Le type, par exemple, si je vous demande, par exemple, si on parle de Chinois, les Chinois, les Asiatiques en général. Donc les Asiatiques, si j'essaie de chercher un type, je peux chercher un type qui est moyen. Un Asiatique, du côté chinois, japonais, vietnamien, thaï, etc., coréen, etc. Un Asiatique, il a les yeux qui sont allongés. Ils ont des cheveux qui sont un peu lisses. Ils sont de petite taille. Ils ont une marche qui est spéciale. Ils marchent presque de la même façon. On peut chercher un exemple type. Alors pour moi, le type, ça serait Jackie Chan. Tout le monde va penser à Jackie Chan, le grand acteur. Donc Jackie Chan, mais lorsqu'on voit quelqu'un qui a les yeux allongés, qui se ressemblent, ils se ressemblent tous, et la peau jaune, ils se ressemblent tous. Mais il y a un type qui ressemble, etc. Mais on peut différencier un Asiatique d'un Maghrébin, d'un Européen, d'un Latino, etc., etc. Et puis, il y a la conception biologique. La biologie moderne donne cette définition qui est très simple. L'espèce est constituée par le groupe des populations naturelles potentiellement interfécondes, c'est la définition de l'espèce biologique, et isolée quant à la reproduction de tout autre groupe semblable. L'isolement, c'est-à-dire il n'y a pas interfécondité entre une espèce et l'autre. C'est-à-dire il y a la fécondité. Et surtout, bien sûr, c'est la définition qui va se développer et donner des descendants qui vont venir et qui sont interféconds et qui seront eux aussi isolés quant à d'autres espèces. L'espèce est donc définie à partir d'un groupe d'indéfinis. Ce groupe d'individus, c'est la série type, où on prend un représentant moyen. On peut, comme on a défini le type, on peut définir la série type, c'est-à-dire l'exemple que j'ai dit, les Coréens, ils ne ressemblent en fait pas aux Japonais, et les Japonais ne ressemblent pas aux Chinois. Si on rentre dans le détail, ça c'est la série type, et dans chaque série type, on peut chercher un holotype. Cette conception, c'est là de l'espèce est plus objective, mais nécessite la mise en œuvre de méthodes statistiques, c'est-à-dire il faut le dénombrement des espèces. Mais c'est difficile pour la paléontologie, pour ce qui est ancien. Le nombre d'individus collectés est souvent insuffisant pour tout ce qui est fossile ancien. Mais lorsqu'on veut faire des statistiques sur des êtres vivants actuels, je peux voir combien de singes sont dans la forêt d'Azro. On peut faire des statistiques, c'est facile. Les individus collectés dans
un même gisement ne parvient pas toujours d'une population naturelle et ne découle pratiquement jamais d'une même génération. Il y a ceux qui sont fossilisés dans le même milieu de vie et il y a ceux qui ont été transportés avant d'être fossilisés. L'espèce biologique, donc, reste l'idéal à atteindre. Une fois on a l'espèce biologique, on a la fécondité, on a la transmission des caractères héréditaires, etc. C'est l'idéal à atteindre. L'espèce paléontologique est fondée uniquement sur des critères morphologiques. Maintenant, je peux voir un animal, une girafe, je sais, la girafe, elle a un cou qui est très long, elle est très grande. Et n'importe quel animal, quelle espèce, un sapin, les cèdres, etc., du point de vue végétal, je peux voir leur morphologie, leur forme, etc. Mais pour tout ce qui est ancien, il faut voir un peu des critères pour définir. Ces critères sont, il y a soit le polymorphisme, soit le polytypisme. Polymorphisme, plusieurs formes. C'est de la coexistence dans une même population d'individus interféconds, mais morphologiquement différents.